Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Sex Education et sa saison 3 diffusée sur Netflix, ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis. Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire, et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Sex Education ? Bienvenue dans la série sur le gâteau, nouveau titre d'épisode 1, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui n'a pas dû bien comprendre le nouveau titre, la série sur le gâteau, parce qu'elle est venue tenant une charlotte aux fraises dans les mains, c'est Elsa Morel. J'avais fait une blague en mode oui, il n'y a pas de gâteau aujourd'hui, je savais pas que j'en avais amené un en fait. Voilà, et ben voilà, Elsa toujours dans l'humour et dans l'humeur. Nous retrouvons aussi une serial killeuse attachée de presse qui, comme Otis, a voulu faire des thérapies de toute l'équipe du podcast. Autant vous dire qu'on l'a pas payé et qu'en plus on en est sorti traumatisé, c'est Emma Salvarelli. Il y a les messieurs en blouse blanche qui vous attendent dehors pour la fin. Très bien. Et finalement, donc voici un serial killer producteur artistique en télévision qui ne se sent pas représenté dans Sex Education. En effet, ils n'ont pas encore traité la sexualité pour les vieux, c'est Florian Guillaume. Allez, voilà. C'est comme ça qu'on commence bien Et une c'est année, faux bravo. en plus, Ouais. c'est totalement faux. Ça a C'est vrai déjà que c'est été faux. traité. Bah, avec la mère d'Otis, Ah bah merci, elle est pas vieille. Mais Bon, même, elle est- même la mère de... Moi, je voulais pour les Comment il 4 s'appelle la mère d'Adam. Exactement, Tu la mère mens, d'Adam. moi, tu je- es un mauvais Mais présentateur. non, mais c'est que vous avez une vision des vieux terrifiante. Moi, je Mais pour moi, attends, par rapport moi, à vieux, Florian, je voyais attends, 80 ans. Elle n'a pas 80 ans. Toi, tu as une vision terrifiante de Florian, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est je plus- fais un vote, on charte Aurélien parce que là c'est trop. Ça commence bien cette nouvelle saison. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau titre ? C'est la même chose, hein, je précise. Oui. aux- Je trouve que aux- c'est un super Aux titre, moi. auditeurs que Ouais. c'est la même formule qu'épisode 1, c'est juste que on trouvait ça beaucoup mieux, la série sur le gâteau. Bah c'est oui. c'est plus notre esprit de titre à trouver par Florian Guillaume. Voilà, on peut merci le beaucoup. préciser, Le vieux, parce que le vieux de la bande. Le papy Florian qui nous a trouvé. Ouais, ça va donc. Et vous aimez- du coup, la semaine prochaine, c'est Emma qui ramène un gâteau. Chaque C'est Emma semaine. qui- Alors, j'ai pas du tout signé ça. Moi, je suis désolée. Déjà, je vous fais des thérapies gratuites, donc c'est pas en plus pour amener des gâteaux. Des thérapies traumatisantes. Et donc, Gratuites. vous l'avez compris, c'est Sex Education dont on va traiter dans ce premier épisode de la saison 2, on peut le dire quand même, de la série sur le gâteau. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors, annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive. Vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Pour reprendre le podcast en beauté, cette Unagi News sera portée sous l'œil des étoiles montantes. Le 27 septembre, 10 jours après sa mise en ligne, la série coréenne Squid Game était en passe de devenir le plus gros succès de l'histoire de Netflix, la plateforme de streaming qui l'abrite, selon Ted Sarandos, le coprésident de la société chargée de contenu qui s'exprimait lors d'une rencontre professionnelle à la Côte de conférence. Deux stars se rejoignent au grand écran, enfin petit écran vu que c'est à la télé. Lily Rose Depp a rejoint le casting de la première série réalisée par Abel Tesfaye. C'est un truc qui n'a pas changé sur cette deuxième saison. Oui. C'est ma qualité On a sur les changé noms. de titre, par contre, elle a pas changé de prononciation Voilà, sur on les ne noms. change pas une équipe qui gagne. plus connue sous le nom de The Weeknd. Intitulée The Idol, cette série est en développement chez HBO avec Sam Levinson, co-créateur de l'autre grande série de la chaîne Euphoria, avec notamment Zendaya dans l'un des premiers rôles. La nouvelle saison que beaucoup attendent, les premières images de la saison 2 des chroniques de Bridgerton ont été révélées. Cette fois, les nouveaux épisodes seront axés sur le personnage d'Anthony Bridgerton, le frère aîné de Daphné en pleine quête pour trouver sa future femme. On le retrouvera aux côtés de Simone Ashley, qu'on voit dans Sex Education dans le rôle de Olivia. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais la série devrait arriver au courant 2022 et risque bien de battre tous les records d'audience. Dernière news, mais pas des moindres, lors d'une conférence qui s'est tenue le 27 septembre dernier, le CEO de Netflix, toujours Ted Sarandos, a fait savoir que des projets de spin-off seraient à l'ordre du jour, dont une centrée sur Eleven, Millie Bobby Brown. Alors que la prochaine saison de Stranger Things est annoncée pour 2022, on sait déjà que de nouvelles choses se préparent à côté. Merci Ted.
L'événement dont tu parles justement, je crois que ça s'appelle To Doom, c'est ça, c'est cet événement Netflix avec des heures, ça dure 3 heures quasiment, où il y a plein d'infos sur toutes les séries qui ont lieu. On revient sur tous les grands succès en fait de Netflix et les prochaines, les nouveautés qui vont arriver. Et ce qui va arriver, est-ce que vous voulez réagir sur des infos qui ont été citées? Elsa lève la main. Mais oui, moi j'étais pas du tout au courant que The Weeknd allait réaliser une série et j'ai trop hâte. Ah, trop hâte, Florian. Moi, j'étais pas du tout au courant que The Weeknd s'appelait Abel Tesfaye. Donc, j'ai appris quelque chose. Merci Avec Emma, plaisir. bravo. Et encore plus intéressant pour The Weeknd, c'est que quand on regarde ses clips, qu'il est derrière la réalisation de ses clips, on se dit que je pense que ça va être vraiment un chef-d'œuvre parce que il a une patte artistique qui est vraiment unique, je trouve. Et toutes ses clips sont reliés par une histoire, donc je pense que ça peut rendre quelque chose de très bien. Mais moi, j'ai une question pour Emma parce qu'elle nous dit que les premières images de la saison 2 des Chroniques de Bridgerton ont été révélées, mais je crois qu'il n'y a pas le personnage principal, René Jean Page. Il Non, sera il plus sera là. pas là à la Est-ce que saison tu 2. vas regarder? Écoutez, je suis en deuil actuellement, mais j'ai décidé de le faire parce qu'en vrai, j'ai lu les livres et j'adore, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en donner pour la saison 2. Et bah très bien, on va continuer justement, ou même rentrer plutôt dans les choses sérieuses, puisqu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Sex Education. Il est donc l'heure de passer... Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir le livre des recettes pour tout nous apprendre sur les origines de la série Sex Education. C'est marrant, le livre des recettes, je pensais que tu allais partir sur le Kama Sutra plutôt. Ouais, c'est vrai. Tu vois mais le par titre rapport de à la Sex série, c'est Education. du podcast, c'est la série par sur rapport le à la gâteau. série Ouais, sur mais le tu perds en gâteau. qualité Ok. Est-ce qu'on pourrait présentateur. dire pour le coup le sexe sur le gâteau? Oh non, alors là, par contre, tu sors. Non, C'est ciao, Elsa, là. Non. On en parlera justement tout à l'heure, mais ce qui est bien dans Sex Education, c'est que c'est pas graveleux, donc là t'es pas dans le thème, Elsa. Alors je vous parle un petit peu des origines de la série. Pour vous expliquer un petit peu ça, je vais vous parler de sa créatrice qui s'appelle Laurie Nunn et de son histoire dont elle s'est largement inspirée pour écrire la série. Elle a vraiment puisé dans sa propre adolescence, mais aussi dans son expérience personnelle d'une agression sexuelle. Je vais vous expliquer tout ça. Ce qui est paradoxal, c'est qu'elle nous explique qu'à l'école, son éducation sexuelle était quasi inexistante. Elle raconte que ça se limitait à « ne tombez pas enceinte, n'attrapez pas de MST ». C'est un petit peu court. Elle n'a jamais entendu parler de plaisir féminin. C'est un petit peu court, donc elle n'a jamais entendu parler de plaisir féminin, par exemple, ni de désir féminin, ni même de questions LGBTQIA+. En cela, elle s'identifie elle-même beaucoup plus au personnage masculin d'Otis qu'au personnage féminin de Maeve. Il faut savoir aussi que Sex Education, c'est son premier grand projet. Elle n'a pas eu de galop d'essai avant, qui ait marché ou qui ait raté. Elle avait simplement fait quelques courts-métrages, mais rien d'autre. Elle a démarré sa carrière, faut quand même s'imaginer ça, avec le carton international qu'est Sex Education. Alors que justement, elle s'apprêtait à laisser tomber l'écriture. Elle songeait même dans sa reconversion à devenir thérapeute. Voilà, je vous le donne en mille. Sex Education est né de ce qu'on appelle aux États-Unis une seed idea. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression d'être Jamie un peu quand je fais ça. Une Clairement, seed idea. Jamie. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle aussi une storyline. Littéralement, c'est une histoire en une ligne. C'est une méthode qui consiste pour une société de production de proposer un thème, un concept, un début de quelque chose en une phrase, et plusieurs scénaristes s'en saisissent pour l'étoffer et ils proposent des pitchs. C'est une sorte d'appel d'offres artistique et ensuite la société choisit avec qui elle souhaite travailler sur la base de ces pitchs. La seed idea qui a été proposée pour Sex Education, c'était: que se passerait-il si on mettait un sexologue adolescent sur le campus d'une école ? Point, barre. Derrière, tous les scénaristes peuvent prendre cette seed idea et avoir tous les développements qu'ils peuvent imaginer. Laurie Nunn, elle, ça l'a complètement captivée. Elle s'est lancée à fond. Elle leur a envoyé des photos d'elle quand elle était adolescente et de son propre aveu, elle était loin d'être une fille branchée et sûre d'elle. Appareil dentaire, lunettes, enfin bref, la totale pour se sentir bien dans sa peau au lycée. Elle a écrit un pilote. Et à l'arrivée de Netflix dans le projet, elle a travaillé une bible avec toutes ses influences visuelles. Il y avait d'une part Freaks and Geeks, qui est une série avec James Franco et Jason Segel, celui qui joue Marshall dans How I Met Your Mother, qu'on vous conseille d'ailleurs. Il y avait aussi 10 bonnes raisons de te larguer, une série avec S. Ledger, et aussi beaucoup de choses écrites par John Hughes, qui est le scénariste de Maman j'ai raté l'avion et de Beethoven. Elle a donc écrit cette bible jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je voudrais vous parler aussi des origines d'une des scènes les plus marquantes de la série. Et c'est celle sur laquelle Laurie Nunn a reçu le plus de réactions. Je vous en parlais au début. C'est celle de l'agression sexuelle à laquelle fait face Amy dans le bus dans la saison 2. Et bien cela vient de quelque chose de personnel qui lui est arrivé un tout petit peu avant 30 ans, mais qui a fait des ravages sur sa santé mentale. En gros, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais une chose similaire lui est arrivée dans un bus allant à la gare londonienne de King's Cross et lui a fait perdre vraiment toute confiance en elle.
Ce qu'elle confie espérer secrètement avec cette scène particulière et avec le mouvement MeToo en général, qui est apparu d'ailleurs un peu plus ou moins au même moment que la série, c'est que cela affecte les téléspectateurs masculins. Parce que les femmes sont préparées toute leur vie à ce genre de situation presque de manière instinctive. En tout cas, elles en ont toujours entendu parler. Il faut que les hommes prennent conscience de ces sujets. Dernière petite info, au début, ils avaient envisagé d'inverser le rôle principal et de confier le rôle de sexologue à une fille plutôt qu'à Otis, qui lui est l'hétéro, blanc, vierge et geek. Mais Laurie Nunn trouvait cela moins intéressant à écrire. Pourquoi ? Parce que d'après elle, les filles sont meilleures pour parler de sexe de base, et aussi parce qu'elle voulait que l'amitié avec Eric soit un antidote à certaines intrigues de bromance. Ils se moquent l'un de l'autre, mais ils s'aiment aussi, ils s'acceptent pour leurs différences et sont capables d'être vulnérables l'un envers l'autre. Et on voit pas assez ça avec les personnages masculins, donc il était important de garder Otis dans une peau de garçon. Pour terminer, j'aimerais juste vous partager un conseil simple qu'a donné Laurie Nunn lors d'une conférence avec de nouveaux écrivains. Ce conseil, c'est commencer. Par rapport à d'autres professions du secteur, il existe très peu d'obstacles avec l'écriture. Ce qui est génial, c'est que personne ne peut vous empêcher d'écrire. Vous avez juste besoin de votre ordinateur ou même de papier et d'un stylo et vous pouvez écrire à tout moment. Alors comme elle, c'est son premier succès, un conseil, allez-y, commencez. Merci pour ce conseil, Florian. Oui, des conseils de vieux, qu'est-ce que je te dis Voilà. On sent des années d'expérience. Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode, puisque nous partons toujours du premier épisode pour embrasser la série? Je t'en prie, Emma. Du coup, ce premier épisode de la saison 3 est une suite de la fin de la saison 2. Logique, comme d'hab. Jusque-là. Mais attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu encore Sex Education. À la fin de la saison 2, Otis avoue ses sentiments à Maeve et le voisin de Maeve, Isaac, supprime le message qui dit ça. Donc, on nous laisse complètement sur cette intrigue et on revient après les vacances d'été dans le lycée toujours de Maeve et Otis pour les retrouver. Mordale, merci beaucoup. Pour les retrouver et voir jusqu'où va aller cette nouvelle intrigue avec la nouvelle directrice qui arrive dans le lycée. Elle s'appelle Hope et qui est un personnage très intéressant. On va peut-être y revenir au cours de cet épisode. Est-ce que vous regardiez Sex Education avant la série sur le gâteau, Elsa? Moi non, et en fait c'est une série qui a énormément aussi d'impact sur les réseaux sociaux, donc je voyais quand même toujours passer un peu des extraits ou des réactions par rapport à cette série, donc j'ai toujours eu envie de me lancer, donc là c'était l'occasion. Ben voilà, on remercie la série sur le gâteau. Heureusement. Toi non plus, je crois, Florian. Moi non plus, mais du coup j'ai tout vu, j'ai tout regardé et je suis devenu assez fan de la série. Et je voudrais revenir juste une mini info sur ce que vous venez de dire puisque vous parlez de Mordale. La série elle est tournée au Pays de Galles, peut-être que oui. Elsa va en parler tout à l'heure juste sur la prod. Mais c'est une ville fictive. Et ce qui me fait bizarre quand on regarde cette série, c'est qu'on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'en fait ça se passe aux États-Unis. Enfin, ça a une couleur de teen movie des États-Unis, alors que c'est tourné au Pays de Galles. Et ben ça a une explication. C'est justement Laurie Nunn dont je vous parlais tout à l'heure, qui est née à Londres et à l'âge de 14 ans, ses parents ont divorcé. Elle est partie vivre en Australie. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est sûrement pour ça que la série ne semble pas liée à un seul pays ou à une seule expérience. C'est juste que Mordale n'est pas un endroit réel, mais c'est comme une bande dessinée, une espèce d'utopie adolescente. Après, l'Australie, ça reste quand même ça a des grandes origines et des grandes. Ah, mais bien sûr, c'est des pays anglo-saxons. Non, mais en dehors de ça, vu que c'est une ancienne colonie anglaise, on a vraiment un héritage anglais là-bas qui est assez impressionnant. Mais à côté de ça, je trouve personnellement que ça fait quand même très anglais comme ville parce que ça, le temps très gris, les maisons sont très anglaises quand même aussi. Donc, pour moi, ça m'a pas dépaysé de l'Angleterre, si je peux dire ça. Et au-delà donc des décors, est-ce que ce premier épisode de la saison 3, il est bien écrit? Est-ce qu'il nous replonge bien dans Sex Education? Alors moi je trouve totalement, dès la première scène, j'ai été happée par cette série. Alors je précise que j'avais pas vu du coup la saison 1 et 2. Tu es notre cobaye, Elsa, qui du coup n'a pas regardé. Dès le début, j'ai tout de suite compris les enjeux des personnages, leur identité intérieure et extérieure, comment ils étaient par rapport, la fille populaire du lycée, le garçon un peu loser. Tout de suite j'ai compris tous les enjeux et vraiment de quoi ça parlait. Finalement, j'ai pas vu la saison 1 et 2, mais c'est comme si ça me manquait pas parce que je trouvais que la saison 3 apportait déjà des nouvelles choses et que j'étais tout de suite happée. Ce qu'on félicite beaucoup dans cette série Sex Education, c'est aussi ses personnages. Pourquoi est-ce que selon vous les personnages sont aussi réussis? Qu'est-ce qui fait le succès de ces personnages? Florian. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est aussi le signe d'une très bonne série, c'est quand les personnages secondaires
ne restent pas forcément que des personnages secondaires et qu'ils ont des arches narratives propres. Et moi, celui qui me frappe le plus, pour avoir du coup regardé un peu dans la longueur sans attendre avec des coupures d'1 an les nouvelles saisons, c'est que le proviseur, par exemple, avant, est un personnage extrêmement secondaire, le père d'Adam, et qu'au fur et à mesure, il commence à prendre son arche narrative et on sent que les scénaristes, à un moment donné, se sont penchés sur lui, lui ont écrit un passé, lui ont écrit des objectifs, etc. Et donc je pense que c'est pour revenir sur ce que tu demandes, pourquoi les personnages sont aussi réussis, c'est parce qu'on les a tous pris un par un, on les a tous caractérisés, même les plus secondaires, et c'est vraiment le signe des très bonnes séries. Bah, la femme, moi je trouve qu'un exemple, c'est quand même la femme du proviseur. La femme aussi, absolument. Qui arrive dans la saison 2, qui est toute timide, et là elle a une évolution entre la saison 2 et la saison 3, c'est un des personnages, un des meilleurs personnages quasiment de cette série, parce que c'est un personnage qu'on voit pas tant que ça, et qui pourtant nous marque. T'es d'accord, Emma ? Je suis d'accord, mais la famille Groff en général, je trouve que c'est une famille qui est hyper bien écrite, et Adam reste mon personnage préféré, que je trouve incroyable. Ah ouais, dans tous les personnages face à Adam ? Dans son évolution, dans sa manière d'être, il est terriblement touchant, et vraiment il est criant d'une vérité qu'on le veuille ou non, qui existe, de se chercher, d'essayer de se trouver comme on peut dans une famille qui nous a beaucoup restreint, avec vraiment que des règles, et pour ça, pour moi tous les personnages sont merveilleusement bien écrits. Il y a ce personnage de Hope qui est donc la nouvelle proviseure de Mordale et qui marque un peu cette nouvelle saison. Pareil, c'est un personnage féminin fort. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce personnage qui, je trouve, et du coup moi j'ai vu toute la saison 3, va pas toujours être et plutôt une antagoniste dans cette saison 3, mais elle amène quelque chose on n'est pas c'est pas juste la méchante, quoi. À la fois elle est touchante, elle est méchante, et bah elle est méchante, ouais, voilà, pas dans le sens trop manichéen, mais qu'est-ce qui fonctionne dans ce personnage, Elsa ? En fait, je trouve que dès le début, on la montre comme un personnage très décomplexé. Donc au début, on croit qu'elle est cool, tout va bien. Mais rien que dans le premier épisode, on sent qu'il y a une ambiguïté, notamment avec la fin de ce premier épisode où ils détruisent les toilettes, enfin les vestiaires ou les toilettes extérieures. Et du coup, on sent que non, elle va peut-être pas être si cool que ça, en fait. En fait, c'est une conservatrice qui se cache sous la peau de quelqu'un qui semble justement fait progressiste, et on se dit elle va faire avancer les choses, et en fait les idées qu'elle va défendre au cours de cette saison 3 sont des idées très conservatrices, quoi, qui font plus reculer qu'avancer les choses. Florian? Moi, le personnage me fait vachement penser au cinéma à Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter. Aussi, je pense à ça, le côté je me donne une image gentille, mignonne, douce, alors que je le suis pas du tout. Et dans les séries à The Boys, le personnage de Stormfront, qui au départ se fait passer pour quelqu'un de très sympathique, etc. Et d'ailleurs, je trouve que même physiquement, elles se ressemblent un peu, les deux actrices. Emma. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant sur plusieurs points. Déjà, c'est un personnage qu'on adore détester. Ça fait partie de ces personnages où on la déteste profondémément, mais à côté de ça, elle est géniale. Moi, je suis fan, hein, mais... En plus de ça, elle est hyper intelligente, et elle est pas, on va dire, méchante pour être méchante. Ses idées sont pas mauvaises sur plein de points. Elle reste à l'écoute des élèves, qu'on le veuille ou non, et pour ça, moi, je pense que même si elle a des pensées très arriérées sur plein de choses, j'ai l'impression qu'il y a un fond profond de vouloir aider ses élèves, peut-être comme elle aurait aimé qu'on l'aide elle, et c'est pour ça qu'elle est super intéressante. Et autre chose qui est intéressante dans Sex Education, justement, c'est qu'il y a, on en parlait avec Florian, il y a un mélange de générations. Il y a donc les plus jeunes, il y a elle, Hope, qui, je sais pas, une trentaine d'années, environ 30 ans. Il y a la mère d'Otis, il y a la femme de l'ancien proviseur, qui, elles, ont entre 50 et 60 ans. Il manque la catégorie au-dessus. La mienne, visiblement. Voilà. Mais en quoi ce mélange de générations, comment est-ce que la série réussit à parler autant de sexualité, de libération sexuelle, mais en mêlant en plus toutes ces générations ensemble, selon vous? Emma, oui. Déjà, pour moi, tous les sujets sont abordés avec beaucoup de légèreté et de simplicité. Et juste ça, ne pas mettre un aspect dramatique sur les sujets qui sont abordés, ça rend le message plus facilement accessible aux personnes qui vont voir. Moi, je l'ai regardé par exemple avec mon père, la série, et ce qu'il me disait, il fait, tu vois, je trouve ça trop bien. Ça veut pas dire que je cautionne le message qui a été dit, mais il m'a dit, je trouve ça trop bien parce que on m'envoie un message d'une manière tellement simple et gentille, je me sens pas agressée, pas comme les féminismes qui me crient dessus. Donc, papa, si tu m'entends, arrête. Mais en plus, c'est un point important, c'est que
tout le monde peut recevoir le message parce que justement il n'y a pas cet aspect dramatique qui fait que ça peut bloquer les gens sur la réception du message. Florian. Je pense que ça s'adresse à toutes les générations aussi parce que ça parle de petits et de grands phénomènes, donc qui touchent du coup tout le monde. Les petits phénomènes, qu'est-ce que j'entends par là, c'est on s'est tous parfois demandé est-ce que j'ai le droit de penser à quelqu'un d'autre quand je fais l'amour avec quelqu'un, est-ce que quand je fais ça, est-ce que c'est trompé. Ça pour moi c'est un petit phénomène et c'est du coup des interrogations d'adolescents. Mais on a aussi des grands phénomènes. Comment est-ce qu'on gère une agression sexuelle? Alors là ça touche une des adolescentes du lycée, mais ça fait partie des grands phénomènes et on parle aussi énormément de harcèlement, du droit à l'avortement, de violence, de vie cachée, d'homosexualité évidemment, etc. Et donc ça va forcément plus parler, enfin on va forcément mettre ces événements-là sur des personnages qui sont un petit peu plus vieux et qui ont un peu plus de vécu au niveau des personnages, et ça va forcément plus parler aussi aux téléspectateurs, à un public un peu plus âgé. Donc c'est intergénérationnel dans les persos et dans le public. Et une dernière chose avant de passer à la partie suivante rapidement, parce qu'on dit beaucoup de qualités sur cette série-là, mais tentons de voir aussi un peu ses défauts peut-être. Quels peuvent être les défauts de ce premier épisode ou de ce début de saison 3 ou de la série plus généralement? Vous en avez ou pas, Elsa? Alors moi j'en ai pas, hein. Vraiment je commence en disant que j'en ai pas parce que en fait je trouve que je veux juste finir avec la qualité, c'est que la réalisation est hyper dynamique et hyper tout de suite on est pris dans l'ambiance. Enfin la scène d'introduction de la saison 3 où on voit tous ces couples avoir une relation sexuelle, elle est incroyable. Enfin ça, tout de suite on comprend le propos de la série et les défauts du coup, Elsa, mais j'en ai pas, je t'ai dit. Florian. Moi je pense qu'il faut faire attention parce que justement il y a beaucoup d'arches narratives à ce que toutes se valent et à ce que on traite pas forcément de manière égalitaire les personnages, mais que je trouve que dans la saison 3 il y a des arches narratives qui sont beaucoup moins intéressantes que d'autres et du coup tout est un peu dilué et on se perd un peu. Oui, je suis d'accord, je rejoins un peu ça, ouais. Un peu plus tard, mais je suis d'accord que ça peut être le défaut, on y revient dans un instant, mais avant je me tourne vers Elsa afin qu'elle ouvre le frigo de la production de la série et nous en révèle tous les ingrédients. Et oui, aujourd'hui on parle de la 3e saison de la série britannique Sex Education, mais vous n'êtes pas sans savoir que la série a été commandée par Netflix le 28 novembre 2017, donc ça fait déjà un moment. Quand le casting a démarré, Netflix a fait le pari d'un casting plus ou moins reconnu. Par exemple, on connaissait déjà Asa Butterfield pour ses rôles dans Hugo Cabret de Martin Scorsese et Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, ou encore Gillian Anderson qu'on connaît bien évidemment de la série du temps de Florian X-Files. Je n'attendais pas, pardon. Alors que Emma Mackey et Ncuti Gatwa, qui interprètent respectivement Maeve et Eric, trouvent avec Sex Education leur premier grand rôle. Emma Mackey déclare d'ailleurs qu'Asa Butterfield l'a beaucoup aidé à intégrer le monde de la télévision. Je cite: « Il m'a appris que si je n'étais pas satisfaite d'une prise qu'on venait de faire, je pouvais demander à ce qu'on la refasse. Moi, je ne savais pas du tout. » Je vous parlais de l'expérimentée Gillian Anderson. Eh bien, elle a failli ne jamais jouer dans la série, puisqu'au départ, elle avait jeté le script à la poubelle car elle trouvait que la série manquait de subtilité. Mais heureusement, son petit ami de l'époque, qui était par ailleurs le créateur de The Crown, a rattrapé le coup puisqu'il a également lu le scénario et a encouragé Gillian à le lire, relire et encore relire tellement il trouvait la série géniale. Et en approfondissant sa lecture, l'actrice a su reconnaître le côté novateur et audacieux de Sex Education. Malgré l'ingéniosité du script, les acteurs n'hésitent pas à improviser lorsqu'ils sont en plein tournage de leur scène. Et cette improvisation est également encouragée par Ben Taylor, un des réalisateurs de la série, qui n'hésite pas à chuchoter des petites répliques qu'il trouve drôles ou percutantes à l'oreille du cast. Par exemple, c'est totalement improvisé lorsque dans l'épisode 1 de la saison 3, Maeve demande à Amy « C'est qui ça ?» et qu'elle répond « C'est Steve » au lieu de la chèvre. Le sujet principal de Sex Education est bien évidemment le sexe, ce qui induit donc beaucoup de scènes de sexe sur le tournage. Et pour ce faire, Netflix a suivi l'exemple de la série The Deuce en engageant une coordinatrice de sexualité. Son rôle est simple, faire en sorte que les comédiens soient le plus à l'aise possible avec leurs scènes de sexe. Et, chose un peu incongrue, on va dire, elle a notamment demandé aux comédiens de regarder des vidéos d'accouplement d'animaux afin que les comédiens n'aient pas à prendre comme référence leurs expériences personnelles sexuelles et donc dévoiler leur intimité lors du tournage. Chaque scène est ainsi répétée le plus souvent possible afin de la chorégraphier et de la rendre presque banale. D'ailleurs, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant directement comment l'équipe a reproduit le sperme à l'écran. Lors de la première saison, donc on voit notamment Otis qui se masturbe dans une voiture et sa mère le surprend. Les créateurs ont utilisé un pénis prosthétique et du shampoing à la noix de coco. Donc vous ne verrez plus vos shampoings de la même manière, on va dire.
Sans transition, laissez-moi vous parler de la préparation des acteurs. Dans la réalité, Asa Butterfield n'a pas une mère qui est sexologue, mais psychologue. Il s'est donc énormément appuyé sur la manière de travailler de sa mère, notamment sur l'utilisation de la parole pour déconstruire des mécanismes. Ncuti Gatwa, quant à lui, prépare une playlist de chansons pour chaque saison. Cette playlist lui permet de se mettre dans la peau de son personnage avec les différents enjeux que ça implique. Vous pourrez par exemple retrouver dans sa playlist une chanson de FKA Twigs s'intitulant Don't Judge Me. Sex Education, ça parle de sexe, mais aussi de lycée. Et d'ailleurs, la série ne cache pas le fait qu'elle rend hommage aux teen movies américains, comme l'a dit Florian. Les teen movies des années 80, tels que The Breakfast Club ou encore La folle journée de Félix Buller, ont donc grandement contribué à l'univers de la série qui est pourtant britannique. Gillian Anderson décrit d'ailleurs Sex Education comme une lettre d'amour britannique contemporaine au film de lycée américain. Mais la Grande-Bretagne est quand même bien représentée puisque Asa Butterfield n'hésite pas à regarder la série britannique Mr Bean pour créer son personnage d'Otis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de Mr Bean finalement dans l'éthique et expression de... un peu mais quand on le dit, ça paraît logique. Ouais, c'est ça sent bien sûr tout le côté grotesque, absurde qui est Mr Bean, mais il y a quelque chose. Et puis il y a cette ambiance un peu intemporelle aussi, parce que qu'on retrouve. Par contre, grotesque, il se prend du super mal dans la gueule, donc grotesque un peu quand même. De quoi Tu me dis c'est pas grotesque. Mais c'est quand même un peu grotesque sur les bords. C'est vrai qu'il y a de la noix de coco apparemment, du shampoing. Ça m'est pas piqué les yeux d'ailleurs, moi c'est tout ce que c'est. C'est du shampoing petit up. Non mais ça arrive sur la fenêtre dans la saison 2, c'est la séquence où il se met dans le premier épisode de la saison 2, je pense que c'est quand ça arrive sur la fenêtre, pas dans ses yeux. Ne t'inquiète pas Emma, tout va bien se passer. Très inquiète pour les acteurs. Justement, on parlait un peu de grotesque et tu disais au tout début Florian que ce que t'aimes bien dans cette série là, c'est qu'elle va pas trop loin. Bon, il y a quelques petites choses comme ça quand même. Dans la saison 3, on a une séquence autour d'un caca d'un personnage. Il y a quelques trucs un peu. D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que cette scène a été reprise 20 fois. Ils ont tourné 20 fois la scène, ouais. Mais ça, c'est donc avec un acteur français, Sami Outalbali, si je prononce, il me semble que c'est ça, son nom de famille, qui joue le rôle de Rhyme dans Sex Education. Est-ce que la série est toujours bien dosée ou est-ce que parfois vous trouvez qu'elle va trop loin ou pas assez loin? Et Elsa? Justement, je trouve que la force de cette série, c'est qu'avec des sujets comme le sexe, on pourrait tomber entre guillemets dans le vulgaire. Et je trouve qu'à aucun moment elle ne tombe dans le vulgaire, mais plutôt dans le côté décomplexé, et justement démocratiser le sexe et les enjeux qui vont avec la sexualité. T'es d'accord, Florian? Oui, je suis d'accord. Je trouve que la série, elle reflète bien la vie qui n'est jamais sur un seul registre. Je trouve que le bonheur côtoie la tristesse au travers d'un seul personnage ou de plusieurs. Les fous rires dans des moments gênants, les peurs qui sont typiquement humaines. Dans ce sens-là, oui, je trouve que c'est pas dans un seul registre et ça fonctionne assez bien. Une des forces de la série, c'est justement aussi son casting, on le dit, tu parlais des improvisations, moi ça m'a fait mourir de rire ce truc de le premier épisode de la saison 3 quand elle arrive dans la voiture Maeve et qu'elle demande à Amy ça, c'est qui ça, et qu'elle lui répond c'est Steve parce qu'il y a Steve à côté d'une chèvre et bien sûr Maeve parle de la chèvre mais Amy répond à propos de Steve. Je trouve ça hilarant. Mais moi ça m'a fait trop rire aussi. Oui, c'est ça, c'est le casting aussi, c'est grâce à ce casting là qui est régulièrement récompensé d'ailleurs en festival. Amy, elle a eu un BAFTA, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça aussi la force de cette série-là, Emma. Je sais pas si vous avez regardé les interviews de Emma McKay. Moi, je suis désolée, mais cette fille, elle est impressionnante. C'est là où tu vois que c'est vraiment une bonne actrice. C'est dans les interviews, ça se voit, elle sent la lavande. Ouais, elle fait très classe. Elle est très douce. Et dans Sex Education, elle doit puer la cigarette mouillée ou quelque chose. Mais c'est là où tu vois le décalage entre. C'est vrai qu'elle est très loin de son personnage. En fait, elle est très douce en interview. Elle est française à partir de ce moment-là. C'est exactement ce que j'allais dire. Je peux que l'aimer. Quand je l'entends parler français et parler super bien anglais. Je trouve qu'elle a un côté un peu Eva Green, je trouve. Quand elle parle en interview, je trouve que, et pas juste parce qu'elle parle très bien français et anglais, mais aussi dans sa façon d'être. Elsa, mais aussi la force de cette série, c'est d'avoir utilisé donc des acteurs plutôt reconnus comme Gillian Anderson et Asa Butterfield, mais des gens beaucoup moins connus à qui on pourra s'identifier plus facilement. Et surtout avec un sujet un peu sensible comme le sexe, où c'est difficile des fois de rentrer un peu dans la série. Là, au moins, il n'y a pas ce problème de cette personne est trop connue. Enfin, on est vraiment dedans avec les personnages. Et Florian, oui. Et justement, moi je voulais parler à l'inverse des stars comme Gillian Anderson, à qui on pourrait vraiment remettre un Oscar pour sa performance dans Sex Education, parce que je trouve que c'est une actrice qui est pas assez utilisée. Elle a eu X-Files, série que vous ne connaissez pas, mais qui est vraiment très, très bien. Bien sûr, tu le compteras d'ailleurs peut-être dans la série sur le Mon père regardait l'autre jour. J'espère, c'était incroyable. Et que ce soit ce rôle-là ou celui de Margaret Thatcher dans The Crown, elle est absolument incroyable.
et je trouve qu'on l'a pas assez vue et utilisée, cette actrice, donc je suis très contente de la voir revenir en ce moment dans les énormes productions de séries. Moi je veux la voir tout le temps parce qu'effectivement The Crown, vraiment la saison 4 j'ai adoré et elle était incroyable en Margaret Thatcher, et là et dans Sex Education depuis la saison 1 je trouve qu'elle a ce truc très anglais, très avec beaucoup de classe, et en même temps elle peut avoir ce côté un peu déjanté qu'a ce personnage qui quand même dépasse régulièrement les frontières de... Si je peux... pardon Emma, mais je trouve que cette série, le fait qu'elle soit anglaise, enfin ça m'étonne pas. Enfin je sais pas comment expliquer, mais les Anglais ils ont cette manière de faire, de pas tomber dans le vulgaire, où les Américains pourraient très facilement tomber dans le vulgaire. Bah peut-être que le Sex Education des Américains c'est American Pie. Ah ouais, voilà. En fait. C'est exactement ça. Ça pique un peu Emma. Non, elle est géniale. Moi, je me souviens de cette scène que je trouve incroyable et qui m'a fait mourir de rire quand le copain de Olivia vient voir la mère du coup de Otis en disant oui, je comprends pas, ma copine veut tout le temps me cacher le visage quand on fait l'amour, fétichisme des fantômes, etc. J'ai trouvé cette scène incroyable. C'est là où tu vois un peu le décalage aussi entre adultes et où tu te dis au final il y a rien de mieux que quelqu'un de son âge pour nous conseiller aussi sur les questions qu'on se pose. Et justement à propos du personnage de Gillian Anderson, je sais pas comment on dit exactement, mais Gillian qui est je trouve que dans la saison 3 elle est un tout petit peu moins intéressante qu'elle l'a été dans les 2 premières saisons, et notamment dans la saison 2. Moi je la trouvais incroyable dans la saison 2 quand elle va au lycée et qu'elle devient un peu la nouvelle thérapeute du lycée. Je trouve que on la voyait plus, et là la saison 3 je la trouve un petit peu plus effacée, et c'est peut-être ça pour moi un des petits défauts de cette saison 3, c'est que moi, j'aime profondément ce personnage qu'on ne voit pas assez pour moi, mais qu'on voit peut-être autant que d'autres personnages importants, peut-être autant d'ailleurs qu'Otis, parce que la saison 3 effectivement contrebalance beaucoup, et en fait tout ça devient vraiment plus une série chorale en cours de saison 3 que ça l'est en saison 1 et 2, où la saison 1 vraiment on est plutôt avec le personnage d'Otis et de Maeve, et la saison 3 on est donc sur on suit plus c'est la force du format série en fait, c'est de pouvoir c'est presque des spin-offs dans une série. Oui c'est vrai, Florian. Et pour revenir, comme tu parles des petites réserves qu'on pourrait avoir sur cette saison 3, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La saison 3 elle va farfouiller un petit peu plus loin dans les personnages secondaires voire tertiaires, ce que je disais tout à l'heure comme étant une bonne chose, mais donc souvent on délaisse Maeve et Otis, on met le focus sur d'autres romances, et ça peut un petit peu altérer la fluidité dans la narration, et parfois l'écriture elle va un petit peu loin dans la caricature, il faut faire attention de pas trop jouer avec l'excès, et toutes les arches narratives sont pas géniales, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la plus intéressante, la plus réussie à mon sens, c'est celle de Adam et Eric. Celle d'Amy elle est sympa aussi, celle de Ruby elle peut être rigolote. Elle est très bien en saison 3, Ruby, je trouve qu'ils l'ont très bien développée. Exactement, celle de Dolores Sombrage là, de la principale Hope, la proviseure, elle est amusante, mais les autres, et notamment celle des 2 personnages principaux, sont un peu plus faibles. Ouais, c'est peut-être... À côté de ça, moi je trouve que c'est pas si dérangeant, parce que ce qu'on attend vraiment de ces 2 personnages principaux, c'est ce qu'ils vont se mettre ensemble, est-ce qu'ils vont s'avouer leurs sentiments ou pas. On a eu tout un développement pendant 2 saisons, donc le plus intéressant de ce qu'on attend de ces 2 personnages, c'est juste qu'il y a qu'on passe la seconde, on va dire, et donc au bout d'un moment le développement n'est plus trop nécessaire. Je suis d'accord, mais c'est un dosage. Je disais que c'est une très bonne chose d'explorer de plus en plus l'univers et les personnages. Il faut faire attention de ne pas perdre les héros et que ça se noie pas dans la narration. Moi, je pense que un des personnages que je veux voir beaucoup plus développé dans Sex Education, c'est Emily Sands. C'est la professeure qui a la coupe au carré et qui est un personnage, je trouve, génial et qu'on voit pas assez, et que j'aimerais voir peut-être proviseur de Mordale un jour, parce que on sent qu'elle est vraiment très empathique avec les élèves. Elle veut les soutenir, en même temps elle a ce côté un peu déjanté qu'elle cache, mais des fois vraiment elle part en sucette, et je trouve que c'est vraiment un personnage qui mérite d'être développé. Emma, le prof de musique aussi est incroyable. Ils forment un duo tous les deux. Lui il est vraiment lui il est vraiment complètement déjanté, mais elle a un truc où elle cache son côté un peu foufou, mais des fois ça explose, et je la trouve c'est vrai que c'est un duo qui est quand même très très fort. On revient donc sur ce sujet là dans un instant, mais avant, Emma, je me tourne vers toi afin que tu cuisines un peu la représentation de la sexualité dans les séries. Il est l'heure du focus d'Emma.
Avec le temps et l'évolution des mentalités, les enjeux d'une série ont été complètement bouleversés. Dans Sex Education, l'enjeu éducationnel pour les jeunes a une place vraiment cruciale. En effet, selon Médiamétrie, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 24% de l'audience française de Netflix en septembre 2018. Ce sont eux qui ont besoin aujourd'hui d'avoir des réponses à leurs questions qu'ils ne trouveront pas forcément dans les livres. Bien que le but premier d'une série soit de divertir, ces séries intègrent des messages de promotion de la santé sexuelle au sens où des informations, conseils ou représentations positives amènent à réfléchir sur les représentations, normes et comportements sociétaux. Sociétales. Sociétaux, c'est bien. Sociétaux, c'est bien, mais on va rester sur sociétaux. Ces séries mettent également en avant les pressions sociales pesant sur les jeunes, telles que la réussite amoureuse et sexuelle, mais aussi scolaire ou sportive. Toutes ces injonctions de la vie quotidienne mettent les personnages face à de nombreux dilemmes. La quête d'une normalité avec plein de guillemets et qui est déconstruite parfois, et les difficultés de communication sont mises en scène chez des personnages adolescents et parfois chez des personnes plus âgées. Les autres sujets les plus abordés présents dans les séries concernent l'orientation sexuelle et l'identité de genre, le harcèlement ou la violence sexuelle. On traite de la question du plaisir et notamment féminin, c'est ce qu'on voit beaucoup dans Sex Education. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Et vous me demanderez comment ça n'a pas toujours pu être le cas. Mais comment ça n'a pas toujours pu être le cas ? Eh bien oui, on se posera la question. Saison 2, mais il y a des fondamentaux. Ouais, c'est ça. En 2021, quand on voit comment les choses ont changé, on peut se poser la question. En effet, la sexualité a longtemps été un sujet tabou ou utilisé dans le but de se moquer, de discriminer, jouant sur les stéréotypes à l'image même de la société. À l'époque d'Alerte à Malibu ou encore Melrose Place, on observait une vision de la femme objetisée avec ce fameux maillot rouge courant sur les plages. Les hommes devaient être une figure de virilité, alors qu'au fond, qu'est-ce que la virilité ? Tout cela semblait normal, alors qu'aujourd'hui, la moitié des épisodes ne pourraient pas être acceptés à la télévision, et à juste titre. La femme est alors vue comme un objet afin d'assouvir les pulsions des hommes. Heureusement, les temps changent petit à petit. Desperate Housewives a été l'une des premières séries les plus impactantes en termes de messages. On voyait pour la première fois des femmes qui aimaient le sexe et qui en étaient fières. Même si on pouvait retrouver encore des stéréotypes bien marqués, par exemple, les couples homosexuels étaient associés au terme de folle, Danielle qui tombe enceinte est une traînée, l'avortement n'est même pas évoqué quand Lynette tombe enceinte de ses jumeaux, et surtout, une femme peut difficilement réussir la vie sans un homme. Sex and the City à côté marque un tournant autrement. On aperçoit une liberté sexuelle inédite les premières fois ou encore la quête de l'orgasme féminin. Beaucoup de leurs conversations tournent certes autour des hommes, du mariage et des enfants, mais elles ne revendiquent à aucun moment que la maternité est quelque chose d'épanouissant par exemple. Elles pensent à elles avant tout et interrogent leur propre corps sans aucun tabou. La série détruit le mythe de l'homme qui se masturbe par nature alors que la femme pourrait-elle s'en passer. C'est une série qui redéfinit la représentation du plaisir féminin. À côté, une série un peu moins connue, la série Girls de Lena Dunham, c'est ça ? Ouais. La créatrice et actrice principale de la série donne accès à un nouveau type de récit, une nouvelle fraîcheur, une réflexion nouvelle autour du corps féminin, la manière dont on le sexualise. C'est la première série qui montre aussi l'échec sexuel, qui est quand même un point très important. C'était révolutionnaire de montrer que c'était pas toujours bien. De plus, elle vante le corps nu à une époque où on ne voulait pas forcément voir cela à la télé. Sex Education passera à la vitesse supérieure en rentrant dans des sujets plus sensibles sans aucune pudeur pour passer un message essentiel pour les téléspectateurs. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer en vous montrant ces phrases qui m'ont marqué dans les séries et qui ont pour but de faire la promotion de la santé sexuelle, dont Sex Education. On va avoir par exemple, dans la série Sex Education, un non, ça veut dire non. Dans la série Elite, on va passer le message qu'une personne infectée par le VIH ne peut pas forcément le transmettre si la charge virale est indétectable. Dans Sex Education toujours, on va apprendre qu'un rapport sexuel n'est pas forcément la reproduction de scènes de films pornographiques et il faut pouvoir penser à son plaisir. Dans 13 Reasons Why, on va comprendre que des commentaires sur le physique d'une femme peuvent être une forme de harcèlement. Et enfin, dans les Chroniques de San Francisco, le terme travelo peut être discriminant ou offensant. Merci pour toutes ces informations. Effectivement, est-ce que vous pensez que Sex Education a changé la représentation de la sexualité dans les séries ? Ah ouais, sur plein de points. Emma, oui, toi, déjà, il y a des sujets qui sont abordés qu'on n'a jamais vu avant. Parler d'asexualité, pour moi, je ne l'ai jamais vu dans une série, alors que c'est quelque chose qui existe. Savoir parler de toutes les orientations sexuelles d'une manière simple et qui est compréhensible par toutes, je trouve que c'est génial et que ça change. Et c'est pour ça qu'il y a eu un livre d'ailleurs et qu'à côté, ça a marqué. Elsa. Et les autres séries qui représentent la sexualité des étudiants, c'est une sexualité dans les stéréotypes. Là, au moins, ça parle, comme l'a dit Emma, de toutes les formes de sexualité. De subtilité, ouais. Voilà, exactement. Et voilà.
Ah ouais, très bien. Rapide et intense. Florian, oui. Oui, non, je trouve que justement Sex Education, au-delà de, enfin, par rapport à d'autres séries ou films là-dessus, permet d'apprendre à écouter son corps, ses envies, ses désirs, ses pulsions et même ses fantasmes. Et il est question par rapport à d'autres séries d'identité sexuelle, d'acceptation de soi. Et c'est vraiment important et nouveau parce qu'on est dans une société qui est en constante évolution et justement la société peine encore à suivre la cadence de l'éveil sexuel de plus en plus rapide des adolescents et en ce sens-là ça permet d'être sur le bon rythme. Est-ce que vous trouvez que est-ce que la série vous a appris quelque chose sur la sexualité à vous? Non, car je suis vraiment très vieux et je connais déjà tout. Elsa. Non, mais surtout à ne pas avoir honte de ses envies, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sexualité qui est normée, on va dire. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps du moment qu'il y a un consentement. Et voilà, et c'est vraiment décomplexant. Je trouve que j'ai beaucoup utilisé le mot décomplexant durant cette émission. C'est pas pour ça ce qui m'intéresse, c'est que t'as dit chacun fait ce qu'il veut avec son corps des moments où il y a... Du moment où il y a consentement. Consentement. A priori, avec son propre corps, il y a consentement. Oui, non, mais c'est avec celui des autres qu'on peut... Mais avec les autres. Et non, mais c'est... En fait, j'aurais aimé que cette série existe quand j'étais ado. D'accord. Oui, voilà. bah, t'aurais aimé apprendre ça. Parce qu'on va pas se mentir, en France, les cours sur l'éducation sexuelle, c'est très très limité. Oui, c'est sûr. C'est quand même beaucoup mieux. Vaut mieux regarder Sex Il faudrait Education limite que pour cette apprendre des série choses. soit conseillée en cours. Voilà, Soit je le montrée dis. en cours. Florian. Moi, si ça m'a pas appris quelque chose directement sur le sexe, ça m'a permis de voir comment étaient gérées certaines situations d'autres personnalités, d'autres identités sexuelles que la mienne, et voir comment, quel genre de problèmes ces personnes-là pouvaient rencontrer. Emma. Puis aussi, en dehors de ça, c'est rassurant de voir que des personnes peuvent vivre les mêmes choses que soi, en fait. Et c'est, dans l'aspect éducation que j'ai pu dire, c'est comme, en fait, pour revenir un peu sur ce que dit Florian, ça permet de voir ce que les autres peuvent vivre et comment est-ce qu'on peut les aider, en fait, à notre manière, d'une manière amicale ou amoureuse. Et pour ça, je trouve ça hyper intelligent. Et est-ce que vous pensez que la série, elle est déjà renouvelée pour une saison 4, ça c'est officiel, et est-ce que vous pensez qu'elle va réussir à se renouveler encore et à ne pas tourner en rond autour de ces sujets-là? Faut regarder la fin de la saison 3 pour le savoir. Très bien. Je pense que justement avec comment dire, l'essor des personnages, il y a quand même beaucoup de personnages à traiter, donc il y a beaucoup de choses à explorer, et le fait que ce soit intergénérationnel fait que c'est vraiment jamais fini. Moi je crois en eux pour la saison 4. Ouais, Et d'une manière objective, j'aimerais rajouter que j'ai l'impression que la saison les Sex Education a vraiment explosé en termes de notoriété. Saison 2 et 3, j'en ai vraiment plus entendu parler à ce moment-là. Donc je pense qu'elle va aussi cartonner pour la saison 4. Ah oui, en termes d'audience, oui, mais Ouais. est-ce qu'elle va nous apprendre d'autres choses? Mais avant de juste passer aux recommandations, Florent va nous faire sur d'autres séries qu'on pourrait voir si on aimait Sex Education, série ou film. Il y a aussi la mise en scène qui a une place importante dans Sex Education dont on n'a pas encore parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette série-là, c'est pas la série basique avec une mise en scène un peu classique comme on voit dans toutes les séries Netflix? Qu'est-ce qui fait qu'elle se distingue des autres, Florian? Moi je trouve que c'est extrêmement bien réalisé, c'est-à-dire que quand j'ai vu l'épisode 1 de la saison 3 par exemple, j'ai pris 4 grosses claques visuelles. La séquence d'intro par exemple où chaque couple fait l'amour et où c'est enchaîné, enfin c'est d'une ingéniosité visuelle de mise en scène incroyable. Le réalisateur Ben Taylor, je suis tout de suite allé voir son profil et ce qu'il avait fait. Il n'y a pas énormément de références mais c'est incroyable. Quand Otis raconte la soirée où il était déguisé en macaroni au fromage et qu'il a couché avec Ruby, ça rappelle un peu ce qui se faisait dans Ant-Man, le film de Oui. Marvel où on a ces séquences-là qui reviennent en arrière. La séance de squash avec le proviseur et son frère, la scène dans les vestiaires, enfin tout est réalisé à la perfection. Je trouve que ça, pour le coup, c'est un truc qui est incroyable. Et ce monsieur Ben Taylor, faut lui faire du cinéma à ce mec-là. Ah, Emma. Moi, il y a un épisode en particulier de cette saison 3 qui m'a marqué et que je conseille à tous, c'est l'épisode 3 où il y a cette scène entre Maeve et Isaac où ils commencent du coup à s'embrasser et à se chauffer pour avoir une relation. La scène est d'une beauté. Et c'est tout en tendresse, ouais. Et voilà, c'est filmé, est tellement tendre. J'aimerais voir des scènes comme ça plus souvent. Elle est magnifique cette scène-là. Et est-ce que vous avez vu l'hommage à 1917 dedans? Oui, Ah bah Dans- quand il court dans sur le l'épisode terrain. 1, Ouais. quand il court sur le terrain, qui se fait percuter par d'autres. Enfin, rien que ça, c'est d'une ingéniosité sans nom, quoi. Bah, c'est ouf de ramener une référence d'un film comme 1917 dans une série comme Et celle-ci. d'arriver à l'intégrer sans que ce soit gratuit, quoi. Ouais. C'est juste trop cool. Ça annonce ce que devient cette saison 3, c'est-à-dire une guerre pour pouvoir parler de sexualité. Mais justement, je vais vous demander dans un instant, quel est votre avis final? Est-ce qu'il faut oui ou non dire à nos auditeurs, est-ce que vous devez oui ou non regarder cette saison 3 de Sex Education? Mais avant ça, Florian va donc nous recommander des films et séries à voir si on aime Sex Education. Il est l'heure des recos de Flo.
Alors comme on l'a dit, Sex Education, c'est pas un teen movie puisque c'est une série, mais c'est l'œuvre qui parle de sexualité pour les ados sur tous les plans, je le disais tout à l'heure, avec un registre qui reflète vraiment la vie, bonheur, tristesse, des états qui ne sont jamais les mêmes. Et en ça, les recommandations que je vais vous faire, elles sont toutes un peu de Sex Education, mais avec un côté qui est plus développé que les autres. Si vous voulez Sex Education avec un peu plus de comédie et un peu plus de graveleux, eh ben vous avez au hasard vous avez le film American Pie évidemment et ses déclinaisons, même si le 1 a eu un peu, pour ma génération par exemple, le même effet que Sex Education, de parler de sexualité de manière un peu décomplexée et drôle. Si vous le voulez, cette série avec un peu plus de musique, eh ben je vous conseille de regarder Glee. Vous avez vraiment cet univers, et c'est en ça que je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, l'univers américain. Même si on est avec cet humour britannique, on peut pas s'empêcher de penser à des références américaines comme Glee. Si vous voulez la même chose mais avec des super pouvoirs, je vous conseille de regarder Umbrella Academy. Si vous voulez ça mais un tout petit peu plus cucu, ça s'appellera Riverdale. Si vous le voulez avec un petit peu plus de drame, ça s'appellera 13 Reasons Why. Et si vous voulez la même série mais un peu plus vintage et pour le coup très 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 britannique, ça s'appelle Skins. Peut-être juste aussi ceux qui veulent la version française ou en tout cas quelque chose qui pourrait s'en approcher, ça pourrait être Scam France, la série de France TV / qui aborde aussi des sujets comme ça. Absolument. Plus belle la vie, ça commence aussi. Non. Je le recommande pas. Juste deux dernières petites choses. Cette série, même si c'est pas du tout sur la même thématique, m'a beaucoup fait penser à The End of the Fucking World, qui est une série absolument géniale britannique qui a ce côté barré, humoristique et cette touche un peu indescriptible où on sait que c'est une série anglaise et pas une série américaine ou française ou comme espagnole comme La Casa de Papel. C'est indescriptible pour moi, mais je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et si vraiment vous êtes un gros fan de Sex Education, sachez qu'il y a un jeu de société et un jeu de cartes à l'effigie de Sex Education. C'est pas le Kama Sutra mais pas loin, mais vous pouvez, si vraiment vous êtes un grand fan, aller l'acheter sur internet. Ah bon, parce que moi j'ai commandé, Netflix offrait aux personnes un jeu de cartes, mais c'est des cartes classiques, je sais pas. Ah, c'est des cartes classiques, c'est le verso. Oui, oui, c'est ça, il change, c'était offert aux personnes, mais c'est un peu tard pour ceux qui voulaient participer. Je sais pas s'ils le mettent en vente aussi. Je pense que c'est sur internet. Ah bah voilà, et le jeu de société aussi existe. On peut trouver ça. Mais maintenant, après toutes ces recommandations, il est quand même l'heure du choix fatidique, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder la saison 3 de Sex Education, Emma? C'est une alerte coup de cœur, Aurélien. Une alerte coup de cœur. Alors, il faut le jingle alerte coup de cœur. Je t'aime une fois, je t'aime 2 fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Je suis en train de reprendre Desperate Housewives, ça me donne envie de pleurer là, tout truc. Mais non, c'est incroyable. Moi, j'en ai assez parlé tout le long. Je vais être très rapide et très concise. C'est génial. Il faut le voir si ce n'est pas déjà fait. Et cette saison 3 est fantastique. Brillante. Emma, elle approuve. Elsa? Pour moi, c'est un grand oui aussi. Alors, sans avoir rien vu de la série, je suis tout de suite entrée dans l'univers et je trouve que cette série est vraiment une nécessité pour les adolescents. C'est hyper important qu'ils la voient parce que l'éducation nationale ne fait pas son travail de ce côté-là. Donc voilà. Et surtout, c'est une série, on a beaucoup parlé du côté décomplexant, mais c'est aussi une série qui dédramatise la sexualité qui souvent peut être tabou, ou alors il y a tout un espèce de fantasme autour de ça. Ça dédramatise, ça dit chacun à son rythme. C'est validé pour Elsa et Florian. Moi je trouve que c'est une série qui est jouissive, c'est-à-dire qu'elle creuse le filon qui est un peu juteux des séries. Oui, j'écris un peu mes interventions. Il a éditorialisé qui creuse le filon juteux des séries pour ados, mais ça n'a rien de graveleux ni de gratuit. Au contraire, c'est plein de tendresse, d'humour typiquement britannique, même parfois avec une pointe d'absurde. Et cette série ne se prend pas au sérieux. Et en fait, on peut faire des choses de très grande qualité sans se prendre trop au sérieux. Et je trouve que c'est ce qui ressort de ça. Les 3 premiers épisodes sont des trésors de mise en scène, comme on vient de le dire. Les seconds rôles sont très très bien développés. Donc oui, bien sûr, il faut regarder Sex Education. Attention, petite réserve, ne pas se perdre dans les arches narratives ou ne pas trop en délaisser une au profit d'une autre. Moi, je vais peut-être rejoindre Emma sur une alerte coup de cœur, mais pas forcément sur. Je mets l'alerte coup de cœur et je l'explique après. Tu resteras le plus grand amour de ma vie.
Voilà, je mets une alerte coup de cœur parce que, alors peut-être pas pour cette saison 3 qui, je sais pas si c'est la meilleure, il faudra que je prenne du temps pour réfléchir, mais en tout cas je trouve que c'est une série brillante, qui est effectivement très intelligente, qui a une mise en scène mais vraiment incroyable, et ça n'arrive pas souvent dans les séries, ou en tout cas dans des séries comme ça, dans Game of Thrones, c'est plus simple de faire une belle mise en scène que dans une série qui parle du quotidien, et c'est ça qui est très fort, c'est bien mis en scène, il y a des acteurs excellents, Gillian Anderson est juste brillante, mais tout le casting est incroyable, c'est une série qui fait du bien, une série nécessaire, une série importante qu'on vous recommande a priori tous chez épisode 1. Mais écoutez, chez épisode 1, non, chez la série sur le gâteau, c'est notre nouveau titre, je me suis trompé. Mais écoutez, nous allons maintenant passer au blind test avant de terminer, un blind test dans lequel nous allons se mettre au défi, nous allons se challenger. Il est donc l'heure du blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Est-ce que vous acceptez ce challenge Oui. pour se challenger pour un blind test au thème mystère? C'est à vous de trouver quel est le thème. Et il y a une nouvelle règle maintenant pour le thème mystère. Vous avez le droit à n'importe quel moment de me proposer un thème, mais attention, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois chacun. Donc, quand vous pensez avoir le thème, allez-y, mais vous ne pourrez pas retenter. D'accord. La personne qui trouve le thème mystère remporte un point bonus qui pourra changer le classement. Et là, ce sont des musiques de série remixées pour cette rentrée de la série sur le gâteau. On se challenge. Et écoutez, si c'est bon pour vous, on va y aller directement. Allez, c'est parti. Eh ben, allons-y avec le premier. Vous me dites G dès que vous savez de quelle série Générique. il s'agit. Oh, très fort. On va reprendre. Allons-y. Allez-y. C'est Friends. C'est Friends. Ça, on va dis donc, il lui a fait. Bam, 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 On a bien joué. C'est Friends a cappella. Si vous voulez, je vais vous mettre un peu de quand Ouais. on les entend chanter, mais ça arrive après. Ah oui, voilà. Voilà. A cappella, Friends. Bien joué, Elsa, qui remporte un premier point. Bravo. On y va maintenant avec celui-là. Emma, tu sembles avoir sur les Moi, plis je des l'ai lèvres. sur le bout de la langue. Ouais, ça me dit trop un truc. Eva non plus, c'est Un indice. une série qui est sortie en juin dernier. Ah. Voilà. Ah, Loki. Loki, Ah, exactement. Bon, moi, j'y étais pas du tout. moi. Un point pour Elsa, un point pour Florian. N'oubliez pas que vous pouvez me faire des propositions si vous voyez des liens à tout moment, mais vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. On continue maintenant avec celui-là. J'ai Florian. Desperate Housewives. Ouais, Exactement. bien joué. 2 points pour Florian, 1 point pour Elsa. Je Emma, veux aucun commentaire. très difficile pour Emma. Il en reste 2, attention Emma. On y va avec celui-là. J'ai Emma. Dr House. Non, c'est pas J'allais dire la House. même chose. Non, c'est pas J'ai ça. un doute entre deux, moi. J'ai. Florian. J'en essaye une. Dexter. Non, c'est pas Dexter. Je garde un peu pour le. J'ai Emma. Breaking Bad. Ouais. Breaking Bad, Ouais, exactement. ça, je voulais dire, Remontada mais- d'Emma, non La remontada. 2 points. T'as 2 points. Non, Non, tu elle a un point. Non, un point. Oui, non, c'est Florian qui a 2 Oui, points. c'est 2 bon. pour Florian, 1 pour Emma, 1 pour Elsa. C'est très serré, il en reste qu'un. Allons-y pour le dernier. C'est parti. J'ai. Ah merde, c'est Florian, je crois. d'abord. Charmed. Oui. Charmed, exactement. 3 points pour Florian qui remporte ce Bien premier joué. blind test de la saison 2 de la série sur le gâteau. Bien joué. Est-ce que quelqu'un a le thème? Ça pourrait peut-être changer les choses. Ah oui, j'ai oublié ça. Les séries fantastiques. Non, Bah c'est non. pas ça. Il y a Friends, attends. L'Amérique. Non, l'Amérique. L'Amérique. Ah, il y a que moi qui ai le droit de proposer quelque chose alors. Ah, Ah oui, bah oui. C'est Attends. vrai que vous avez. Alors, il y a Friends, Breaking Bad, Desperate. Les séries chorales? Non, c'est pas ça. Tout le Est-ce monde que- a Ah, perdu. attends, bah. elles sont toutes sorties en même temps? Non, bah non. Non. Sitcom. Allez-y, une Bah- dernière proposition chacun. Sitcom, c'est non. Bah alors, une dernière à partir de maintenant. Chacun. Une dernière proposition. Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Rapidement, on va Attends, pas y passer 3 oui, ans. oui, on a Friends, Breaking Bad, Loki. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Charmed. Friends, Breaking Ouais, Alors, je vois Desperate Housewives. absolument- Personne ne voit. Bon, Un bah, je vais indice, vous un le indice, dire. peut-être. Non, non, pas d'indice. Allez, non, pas d'indice. Non, il fallait trouver. Et bien, tout simplement, ce sont des séries que nous avons traitées dans la saison 1 de la série sur le gâteau.
toutes alors des non, séries. c'était épisode 1 du coup. Des séries dont vous pouvez retrouver les épisodes en remontant. Si vous ne les avez pas écoutés, vous pouvez rattraper ça tout de suite. C'était donc les séries de la saison 1. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, ce premier épisode de la saison 2 de la série sur les gâteaux qui finit pour aujourd'hui. Merci donc à nos serial killers du jour. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et vous n'hésitez pas à partager au maximum la série sur le gâteau pour le faire découvrir à vos amis qui dégustent un peu de cette saison 2. Voilà. Et voilà, vous pouvez suivre notre compte Instagram @la série sur le gâteau tout attaché avec plein de contenu exclusif. Vous pouvez aller voir ça. C'est Elsa qui concocte ça, qui nous cuisine un peu ça. Bravo, Elsa. Dans l'arrière-cuisine. Et voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux blind tests. Et ça, c'est la série sur le gâteau.